When are we going to do it? When I say resistance, liberty, death to the oppressor. Nous allons donc commencer une série consacrée à la violence économique, à la pacification économique ou à la colonisation par l'économie. Cette série consacrée à la colonisation de toutes les nations, à la colonisation interne par l'économie ou à la pacification coloniale, cette série va tenter de mener à l'idée que nous ne sommes pas en démocratie, si l'on respecte les termes de la propagande, en démocratie, mais dans un régime despotique réhabilité. Je vais essayer de tourner autour de cette idée régime despotique réhabilité. À moins que l'on ne veuille dire que notre démocratie, bridée, distordue, corrompue, confisquée, écrasée par des machines féodales autonomes comme les partis politiques, ne peut pas se distinguer du despotisme économique. Indiquons avant de commencer l'actualité de cette série consacrée au despotisme économique. Ce n'est plus la tentation autoritaire, mais la tentative autoritaire qui définit au mieux les organes européens qui sont maintenant des organes putschistes depuis au moins 2 ou 3 ans. Imposer les formes aggravées du libre-échange, comme le CETA, en actionnant toutes les machineries de confiscation de la représentation distordue par un empilement de mensonges, voilà un exemple parfait du retour du despotisme. Despotisme restauré, nouvelle restauration, en comptant absolument sur l'atonie, la démoralisation, le sentiment d'impuissance. Et la foi du charbonnier que nous sommes en démocratie. Il y a les élections, n'est-ce pas? N'est-ce pas cela qui définit la démocratie? Il ne reste donc que 2 voies. La soumission muette ou le refus bruyant. La fameuse voie électorale qui définirait la démocratie étant totalement pervertie et constitue une grande nasse. Soit donc l'épisode A, la violence à la fondation de l'économie, la violence structurelle de l'économie. Depuis maintenant presque 3 siècles, nous sommes sous le feu d'une propagande écrasante pour l'économie. Cette propagande parle du bonheur confortable, de la joie de posséder, de la satisfaction de dépenser et finalement de la paix qu'apporterait l'extension de la richesse économique. L'économie est pacificatrice. Elle aurait été, en Europe occidentale, la solution aux guerres civiles de religion, qui sont des guerres civiles entre des chrétiens. Elle serait de nouveau la solution aux guerres civiles idéologiques, solution qui permettrait à l'Europe, depuis plus de 60 ans, de vivre pacifiquement, de vivre une coexistence pacifique. Voilà le plus vieux thème, depuis le début du XVIIIe siècle, en faveur de l'économie. L'économie, c'est la paix. Il est nécessaire de briser cette table de propagande. Nous allons affirmer que la pacification économique, la fameuse paix par l'économie, s'est réalisée par une violence extrême et, je vais employer le terme d'un des grands économistes français, sans état d'âme, que l'économie est structurellement violence et guerre. Comme il est bien connu, par toutes les guerres coloniales, en particulier les campagnes de colonisation interne, ces guerres que l'économie guide, la pacification mène, comme chacun sait, à la paix des cimetières. Et j'en profite pour dire que soit ici élevé le mémorial
pour les millions de victimes inconnues, pour les victimes de l'expansion économique ou de la modernisation infinie, pour les victimes des génocides tropicaux, aussi bien que de la répression sans limite qui se fait au nom des libertés économiques. Pour exploiter les nouvelles terres de l'Amérique, comme les Indiens ne résistaient pas, on est allé chercher les Africains. 20 millions de nègres déportés aux États-Unis, 200 millions tués dans les chasses à l'homme, le plus grand génocide de l'histoire. Et c'est avec les colonies que l'Europe a bâti son industrie au XVIIIe et au XIXe siècle. Ce qui revient à dire que nous allons développer dans cet épisode l'idée, disons, post-marxiste, d'accumulation primitive permanente, actualisée en colonisation interne ou modernisation qui se modernise sans cesse. Nous allons présenter l'économie, non pas comme un ensemble productif ou un ensemble de production, mais comme un régime politique de conformation. Le régime politique institué par l'économie est le despotisme, extension au monde du despotisme de l'entreprise. Et chacun sait qu'aujourd'hui, cette économie forme le régime constitutionnel de l'Europe. Que veut dire l'économie est un régime politique? Que les éléments clés du monde soumis à l'économie, sont justement les éléments qui structurent l'économie. Et que ces éléments structurants de l'économie sont le dressage, la formation. Alors, formation au sens fort de conformation. La discipline, l'autorité, l'obéissance, et je vous laisse rajouter ce que vous voulez. La vision de l'économie comme système de production, pour le bonheur de tous, est une vision faussée de propagande. La production régulière, à la chinoise, allez, dirons-nous, exige la plus constante autorité, le despotisme de fabrique étendu au monde entier. Le monde soumis à l'économie est devenu l'usine universelle sous l'autorité patronale, où l'économie est le prototype de l'articulation de la discipline, c'est une formation disciplinaire, et du contrôle. Qu'est-ce que veut dire contrôle ici? Intendance, supervision, management. C'est maintenant un thème classique dans beaucoup de livres, disons, de sciences politiques, que d'analyser le management comme un système politique machiavélique. La discipline du travail et le contrôle panoptique, allez, pensons à Google, des consommateurs complètent un gouvernement basé sur le secret. Et j'insisterai souvent sur cette notion de secret. On dit beaucoup que tout est ouvert, tout est transparent, etc. Et nous allons voir qu'en fait, tout est organisé par le secret. Contrairement à ce que pensaient Foucault et Deleuze, on ne passe pas des formations disciplinaires de constitution du travailleur, par exemple, aux formations de contrôle avec leurs énormes bureaucraties économiques, la comptabilité, la gestion, la surveillance paranoïaque et le secret, encore une fois. Quoi de plus bureaucratique que l'entreprise, d'autant plus qu'elle absorbe la puissance politique de l'État. Discipline et contrôle, en fait, sont toujours articulés ensemble. L'une ne va pas sans l'autre et conduisent à des formes sécuritaires de plus en plus technicisées. La légitimation de l'autorité indiscutable des patrons, maîtres ou barons, entrepreneurs ou ingénieurs, repose sur le plus archaïque thème de la hiérarchie naturelle. Qu'est-ce que c'est que cette hiérarchie naturelle ? L'idée selon laquelle il y aurait naturellement des maîtres natifs et des serviteurs naïfs. L'idée selon laquelle il n'y aurait pas un seul monde, celui des humains semblables, mais au moins deux ou plusieurs mondes, celui des élites et celui des incompétents.
Les hiérarchies naturelles sont toujours historiquement construites par la guerre de colonisation dont je vous ai parlé et évoluent avec l'histoire de la domination. Les intendants, les surveillants, les officiers, les cadres de tout poil que vous pouvez imaginer sont des exemples de cette élite intermédiaire fonctionnelle. Pour comprendre l'économie comme un régime politique d'autorité, comme un despotisme, nous devons faire une hypothèse. L'hypothèse de l'éther esclavagiste, c'est-à-dire la permanence de l'esclavage qui se maintient à travers le temps. L'infrastructure politique des sociétés, l'économie, est un système de servitude. Et cette servitude est structurante. Elle renvoie à l'immémorial dressage des chiens, des chevaux et finalement des hommes. Les pyramides ont été construites par des machines humaines, les esclaves, coordonnées en une méga machine politique avec la religion. Les usines ne peuvent fonctionner qu'autant que l'humain est réduit à l'état de machine, au milieu d'autres machines, vivantes et mécaniques. Et même le fameux travail immatériel, le fameux digital labor pour parler français, impose la construction, la fabrication permanente de consommateurs robotisés au milieu d'une foule de cyborgs. Quelle est la spécificité propre à l'humain et qui fait si peur aux chiens, aux chevaux et aux humains? Le cri, le hurlement, la gueulante, l'engueulade. Voilà ce que fait un patron. L'économie repose sur la menace d'exclusion, le chômage, l'élimination et la peur permanente. L'économie, avec son réseau de propriété privée féodale, exige la plus méticuleuse sécurité. C'est pourquoi le régime politique de l'économie, le despotisme, est un régime sécuritaire, un régime de sûreté des propriétés. Comment alors comprendre le fameux Homo economicus, machinisé, calculable, planifiable? Il faut le comprendre comme un outil vivant ou une machine programmable. Et ceci, outil vivant, machine programmable, c'est la définition romaine classique de l'esclavage. Que sont les outils vivants? Esclaves, serfs, colons, journaliers, serviteurs, loufiats, employés, salariés, et je vous laisse rajouter ce que vous voulez dans cette série. Dans ce cadre, nous pouvons réexaminer la thèse de la désinstitutionnalisation du salariat. Le salariat à statut est une parenthèse très courte qui se referme et permet le retour de la servitude personnelle. Le despotisme économique tend toujours vers son prototype féodal et son avenir à Dubaï. Mais le précariat averti vaut plusieurs prolétariats intégrés. Le temps du soulèvement contre le despotisme économique est arrivé.